Notre invité cette semaine, Thomas Mulcair. Thomas Mulcair, bonjour. Bonjour, Pascal. Bienvenue à Mémoire. Plaisir de vous voir. Alors, pouvez-vous nous raconter dans quel milieu vous avez grandi? J'ai grandi dans une grande banlieue au nord de Montréal qui est devenue Laval, mais au début, ça s'appelait Laborde-à-Plouffe, qui est un des petits villages qui est devenu Chamédé, qui est une des 15 petites municipalités, qui est devenue Laval, aujourd'hui une des plus grandes villes au Québec. J'ai grandi dans une famille de 10 enfants avec une maman canadienne-française et un papa irlandais d'origine, dans un parc où on mélangeait anglais et français, donc toujours baigné dans les deux langues, les deux cultures. Puisqu'on était des anglophones catholiques, on était dans le système catholique à l'époque, avant qu'on change ce système confessionnel pour anglais-français. Et donc, déjà dans la cour d'école, on échangeait pas toujours des bons vœux, et parce que dans la même école, on avait la moitié des classes en anglais, la moitié des classes en français. C'était vraiment une autre époque. Très joyeux, très bon pour les familles dans l'après-guerre, baby boom pur. Et donc, c'est un peu le background. Je suis né à Ottawa par un pur hasard. Mes parents ont habité là-bas pendant 2 ans, ce qui était dans leur cas assez de temps pour avoir 2 enfants. Donc, mon petit frère est juste après moi, et moi, on est né à Ottawa, mais tous les autres sont nés à Montréal. Et que faisait votre père? Mon papa était dans le domaine des assurances. Il était vendeur, et très bon vendeur par ailleurs. Il était un gars qui savait convaincre beaucoup. Ma maman avait travaillé avec son père et plus tard dans la vie avec mon père dans sa compagnie. Mais entre les deux, elle avait enseigné pendant de nombreuses années, notamment pour utiliser une terminologie de l'époque, une école de réforme qui s'appelait Shawbridge au nord de Montréal, aujourd'hui qui fait partie du réseau des services sociaux du Québec. Que rêviez-vous de faire quand vous étiez petit? En fait, puisque j'étais un des aînés de cette fratrie de 10 enfants, ma grande sœur et moi, on avait un rôle un peu privilégié. Nos parents dépendaient beaucoup de nous pour aider avec les enfants. Donc, nous, on a appris à être responsable très jeune. On pouvait garder des enfants. Moi, je rêvais de devenir avocat, mais je voulais surtout faire de la politique, être au gouvernement. Ça m'a toujours plu. Mais il y a une longue historique de ça dans la famille. Donc, j'ai visité le bureau de notre conseiller d'orientation pour lui demander qu'est-ce qu'il fallait faire pour devenir avocat dans un premier temps. Alors, sa réponse était qu'il fallait aller à Dawson. Alors, personne ne savait ce que c'était. Alors, mon père m'a demandé, est-ce que tu es allé voir le conseiller en orientation? Je dis oui. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que je dois aller au Yukon pour apprendre à être avocat. Il dit, non, ça n'a aucun sens, va essayer de te renseigner. C'est là où on a appris l'existence projetée de ces cégeps qui étaient tout nouveaux à l'époque. Et voilà, je n'ai pas fait Dawson après tout, j'ai fait Vanier pour mon cégep, mais ça m'a amené directement à la faculté de droit. Et dès que j'ai fini mon cours de droit, je suis allé travailler au gouvernement du Québec. J'étais un des rares anglophones à aller du côté du ministère de la Justice à Québec. Mais juste revenons un petit peu en arrière. Vous saviez déjà que le droit menait à la politique ou pouvait mener à la politique? Ah oui, tout à fait, mais j'étais très inspiré, par ma famille. Alors, racontez-nous. Mes parents parlaient souvent de politique. Ma mère venait d'une grande famille politique québécoise. Donc, son arrière-grand-père était Honoré Mercier, mais il y avait plein d'autres personnages politiques partout dans Moins sa connus, famille. mais qui étaient tout aussi actifs. Mais oui, tout à fait. Donc, ça faisait partie, nous, on prenait part, et très libéral, dans le sens petit L aussi, c'est-à-dire des valeurs d'esprit, beaucoup d'ouverture vers autrui, respecter les autres, une société bienveillante, ça faisait partie de ce qui nous était inculqué. Humaniste. Oui, et j'étais très inspiré. Je mentionnais qu'à l'époque, c'était des commissions scolaires confessionnelles et pas linguistiques. Donc, dans mon école secondaire, il y avait un curé à temps plein qui nous enseignait la religion. Et il était un être humain absolument incroyable. Un de ces curés modernes qui nous apprenait l'importance de comprendre que dans notre société, il y avait des grosses différences au niveau social. Quand j'avais 14-15 ans, avec d'autres étudiants, le week-end, on allait dans les quartiers les plus défavorisés de Montréal pour aider les personnes âgées ou d'autres dans des situations qui nous ouvraient les yeux
sur ces grandes différences-là et il nous a vraiment appris l'importance d'utiliser une partie de ce que nous, on était pour essayer d'amoindrir les inégalités dans notre société. C'était très important. Dans ma manière d'apprendre qu'on peut utiliser ce qu'on a pour améliorer la société. J'étais très jeune, mais ça m'est resté comme valeur fondamentale. Et qu'est-ce que vous aviez justement à apporter de ce bagage quand vous avez commencé à travailler? Vous dites que vous avez commencé à travailler. Ben, j'arrive, on est dans le premier mandat de René Lévesque. Moi, j'étais tout sauf souverainiste, on va s'entendre là-dessus. Je suis un fier Canadien et j'ai toujours pensé qu'on était très chanceux de vivre dans un des pays les plus libres et les plus égalitaires Mhm. qui soient, même s'il y a énormément de choses qu'on peut améliorer. Mais j'arrive au ministère de la Justice du Québec au début du premier mandat de René Lévesque et c'était un bouillon d'idées. Il y Mhm. avait plein de choses qui étaient en train de changer. On changeait notre manière d'aborder des questions sociales, le mariage, le fait que, par exemple, on changeait avant, très souvent, une femme prenait le nom de Oui. son mari et tout ça. Pour Mhm. l'avenir, ça allait changer, mais c'était symbolique de tous ces changements-là qui étaient en train d'arriver au niveau social, des corvées pour l'habitation, parce qu'on savait qu'il y avait des inégalités pour l'habitation au Québec. À l'époque, c'était une grande priorité. On changeait les structures d'État. C'était une gauche sociale, une gauche La politique, en fait un création. Oui, progressisme. la Société d'assurance automobile du Québec. Regardez ce que nous, on paye. On a toutes sortes de problèmes d'administration, Mhm. mais ce qu'on paye pour notre assurance, pour notre auto, à travers le SAAC, par rapport aux autres provinces, ça montre qu'il y avait des gens avec cette vision sociale, de dire on est capable de Ouais. créer des instances dans notre société. Le fait que Hydro-Québec n'a jamais été privatisé, contrairement à Ontario Hydro, ça nous donne encore un avantage, Ouais. mais pour tout le Tout le monde. monde, oui. Donc, c'est une approche typique du Québec et qui a été maintenue comme noyau, peu importe le gouvernement qui était au pouvoir. Mhm. Et alors, que faisiez-vous au ministère de la Justice? J'étais dans le service dit de rédaction législative, donc à la Direction générale des affaires législatives, mais c'était une époque où il y avait plein de gens des universités qui avaient été amenés. Mon patron direct, Denis Carrier, un grand prof de droit administratif, Gilles Destourneaux, aussi un doctorant du London School qui avait été recruté, qui était le patron de notre secteur, qui est devenu un très important juge au fédéral, après un gars très respecté, avec qui j'avais gardé le contact pendant très longtemps. René Dussault, une des meilleures têtes dans le domaine du droit au Québec, qui était le sous-ministre en titre à l'époque. Alors, notre ministre était Marc-André Bédard, qui demeure, à mon point de vue, probablement le meilleur ministre de la Justice de mon vivant. Donc, c'était, pour moi, non seulement une manière de parfaire mes études de droit à Oui. l'Université McGill, de les compléter. C'était une sorte de post-études Oui. de droit qui était fabuleux. Mais dans mon cas, puisque j'avais fait toutes mes études en anglais, primaire, secondaire, cégep, université, et même si je parlais assez de français pour me débrouiller, soit dans un parc, soit sur un chantier de construction où j'ai travaillé pour payer mes études, mon français était tout sauf professionnel. Donc, grâce à Catherine, ma femme, qui est française, mais aussi grâce à la patience Mhm. de la secrétaire qui m'a dit, Tom, assis-toi, je vais te montrer les règles de grammaire, mais je ne vais pas juste corriger tes textes, je vais t'expliquer pour que tu le saches la prochaine fois. Elle était fabuleuse. Important C'est juste en resté. droit, oui. Mhm. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce passage dans une des institutions quand même les plus fondamentales de la politique québécoise? Apprendre l'administration publique était la chose que j'ai retenue le plus de mon passage là. Ensuite, je suis allé au Conseil de la langue française. Donc, Oui. ça ouvrait sur un tout autre secteur que je connaissais très peu. Mais travailler dans un ministère, parce que c'est une chose de lire le ministre de ci ou le ministre de Oui. ça, mais d'apprendre la structure. C'est quoi un Mhm. ministère? Comment ça Mhm. fonctionne? Et c'est quoi le rôle d'un ministre? C'est qui les administrateurs en dessous? Qu'est-ce que c'est le rôle? Parce que ça se répète, peu importe le Mhm. département au gouvernement, le ministère. Donc, cette connaissance de l'administration publique m'a toujours bien servi. En fait, je suis très fier aujourd'hui. L'École nationale d'administration publique m'a demandé d'être un expert en résidence, justement, à l'ENAP. Et je pense que c'est parce que aux années 70, j'ai commencé à apprendre ce Oui. que c'était l'administration publique.
Et dans un bouillon, vous l'avez dit tout à l'heure, extrêmement, fertile, et progressiste. oui, progressiste et aussi, dans un milieu quand même linguistique différent. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que là, vous étiez quand même, vous avez travaillé avec Camille Lorrain. Oui, ben, j'étais au C'est Conseil de la langue française et je me suis racontez-nous comment vous êtes arrivé là? alors, quand j'ai commencé à la justice, c'était en remplacement Mmh. d'une femme qui avait sa common law, parce qu'il y a deux systèmes Le de droit droit au Canada, canadien. exactement. Et il y en avait très peu au ministère de la Justice qui pouvaient aussi rédiger en anglais. Elle n'était plus là, donc moi, ça m'a donné une porte d'ouverture, mais je n'avais pas de poste. Oui, Donc, il fallait postuler, il fallait oui. écrire des examens à l'époque pour rentrer dans la fonction publique. J'ai bien réussi un examen qui m'a mis en haut d'une liste, mais j'ai donc été recruté à l'organisme qui avait fait le concours, qui était le Conseil de la langue française. Moi, je roule les yeux un Ben peu. oui. Je vais rencontrer le grand patron, un ancien jésuite, comme il y avait beaucoup Mmh. d'anciens curés dans cet organisme-là. Alors, j'ai dit, bien, vous savez, M. Rochon, je ne suis pas convaincu que je vais être accueilli très bien ici. Je suis anglophone, j'ai étudié en anglais. Il dit, non, 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 non. Il dit, c'est le contraire. J'ai dit, viens ici. Il dit, on a tendance à se croire, à rester un peu en vase clos. Viens, viens, travaille ici avec nous autres. Alors, il m'a accueilli et j'ai travaillé quelques années au Conseil de la langue française et ça m'a ouvert les yeux parce que d'un côté, on apprenait la réalité des mots linguistiques parce qu'on avait des grands experts. J'ai aussi appris qu'il y avait un côté purement politique de Oui. ces débats-là, qui n'était pas toujours fondé sur une analyse très objective, parce qu'il y avait certains qui avaient un agenda avec ça. J'ai appris notamment qu'une des choses qui a le plus réussi de ce premier mandat du Parti québécois, qui était la loi 101, était, selon l'analyse qui avait été faite chez nous, était une des choses qui avait le plus fait de difficultés lors du premier référendum en 1980, parce que les gens, toute cette pression qui était là pour la langue française, s'était étiolée un petit peu, s'était essoufflé un peu. Il y avait moins de pression parce que les gens voyaient les fruits de la loi 101. Donc, il y avait une sorte de paradoxe. Un des meilleurs coups avec Camille Lorrain, justement, du gouvernement du Parti québécois, était une des choses qui avait enlevé de la pression qui poussait vers la souveraineté. Oui. Alors, ça montrait la connexion dans toutes ces choses-là, mais je Mmh. dois dire que j'ai travaillé avec deux personnes qui se ressemblaient au plan intellectuel et de la rigueur, et c'était pour Camille Lorrain, qui était notre grand patron en haut du Conseil de la langue française, le ministre qui a créé la loi 101 en Mmh. 77. Mais j'ai aussi travaillé plus tard pour Claude Ryan. Alors, ils ne peuvent pas être plus différents en ce qui Mmh. concerne leur option fondamentale pour le Oui. Québec, mais qu'est-ce qu'ils étaient similaires au plan de la rigueur, c'est-à-dire de ne pas faire des choses de manière à peu près. Je me souviendrai toujours d'avoir croisé avec le président d'alors, un gars redoutable, Michel Plourde, le président du Conseil de la langue française. On se croise à Place Québec, entre nos bureaux et l'Assemblée où on devait être en commission. Et Camille Lorrain dit, ah, j'ai lu votre papier sur tel sujet, je ne me souviens plus du sujet. Très bon. Mais chapitre 3 sur tel truc, j'aimerais qu'on en reparle. C'est le genre de ministre qui lisait tout. Claude Ryan était le genre de ministre qui lisait tout. Alors, où que j'étais dans ma carrière après ça, quand les proches collaborateurs et collaboratrices qui travaillaient avec nous, quand j'étais président de l'Office des professions ou quand j'étais ministre de l'Environnement, je m'efforçais de lire ce qu'ils préparaient avec ouverture et d'être capable de respecter leur travail parce que j'avais déjà été fonctionnaire aussi. Mmh. Donc, ça m'aidait de me dire, non, non, il faut travailler avec et pas juste prendre des bouts qui sont Oui. recommandés plus en haut, regarder un peu le fond. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et avec M. Lorrain, Dr. Lorrain, et Mmh. avec M. Ryan. Mmh. Sans dire que c'est une chose qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression parfois que les décisions ne sont pas informées de l'expertise. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de valoriser, vous, quand vous étiez en politique? J'ai toujours essayé de le valoriser en politique. À la bibliothèque ici, à l'Assemblée nationale, je m'y rendais très régulièrement, soit Mmh. pour préparer un discours, soit pour faire de la recherche. Et ça faisait plaisir aux gens qui travaillaient dans la Mmh. bibliothèque. Aujourd'hui, j'imagine que les gens doivent faire beaucoup plus en ligne Oui, que en, que se en- en- déplacer.
en se couvrant de poussière. Oui, Parce que parfois, littéralement, on plongeait dans le sous-sol s'il fallait oui. constater un truc d'époque, même si c'était il y a 30 ou 40 ans, ils gardaient tous les Mhm. journaux, mais il fallait savoir plonger là-dedans. Moi, ça m'a toujours plu Oui, d'aller par chercher ça. tempérament. Oui. Mhm. Oh oui, je m'appelle bien Thomas, donc je doute tout le temps, Oui, je dois c'est aller ça. constater moi-même, même si je me ramasse avec la poussière sur les doigts. Vous avez évoqué tout à l'heure le premier Oui. référendum. Vous y avez travaillé. Alors, quelle était l'ambiance? Vous avez quand même connu des pointures au Parti québécois? Alors ça, c'était très intéressant pour moi parce que avant cette date-là, avant 1980, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de faire du travail politique partisan. Ils avaient suspendu cette règle-là, puis ça ne s'appliquait plus par après, mais pour le référendum de 80, les fonctionnaires avaient le droit de faire du Mhm. travail actif. Donc, moi, je me situais du côté du non et j'étais ici à Québec où on s'attendait à une vague en faveur du oui. En fait, dans le résultat, c'était tout sauf. Mhm. La Ville de Québec était largement non, ce qui était une surprise pour beaucoup de gens, y compris pour le gouvernement de René Lévesque. Mais ça donnait lieu à des situations cocasses où, littéralement, j'avais des collègues avocats à la justice qui voulaient prendre le lunch avec moi et essayer de me convaincre. C'est comme si le travail, c'était one-on-one, pour essayer de me convaincre qu'il fallait être en faveur. Moi, je donnais mes raisons pour lesquelles je trouvais qu'on était bien au Québec et le Canada était un bon endroit où vivre. Ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que ça avançait, j'ai appris un tout petit peu ce que c'était l'organisation politique. Parce que, Pascal, c'est une chose de travailler au Oui, gouvernement au sens large, c'est autre chose de suivre les élections, mais l'organisation au jour le jour, ça, c'était complètement autre chose. Donc, avec le côté du non dans le référendum, j'ai appris pour la première fois jusqu'à quel point c'était une chose de connaître la politique en le regardant, autre chose de connaître l'organisation politique. Et quelle leçon que j'ai appris. Ça aussi, ça m'a servi toujours après. Je par, n'avais e- jamais touché à ça. par exemple, donnez-nous des exemples. Pointage. Oui. Identifier tes électeurs. S'assurer que les gens qui pensent comme toi aillent voter le jour du référendum. Donc, par après, il y avait des élections pour des choses. Les différentes instances dans le domaine de la santé existaient Mhm. déjà à l'époque. Trouver les candidats pour l'élection de 81 par après. C'est quoi l'organisation? On avait des salles de réunion avec 1000 personnes lors de la préparation de l'élection de 81. Si parmi ça, il y avait des gens qui devaient être identifiés pour tel ou tel candidat, ça, c'était juste pour choisir le Oui. candidat pour le Parti libéral dans une circonscription où j'habitais. Donc, c'était un voisin qui se présentait qui a fini par gagner. Pour moi, c'était extraordinaire de l'apprendre. Pour les gens qui faisaient de la politique organisationnelle depuis longtemps, c'était rudimentaire. Oui, oui. Mais pour moi, ça a ouvert tout un chapitre de mon livre de compréhension de comment on est gouverné, Mhm. le choix des candidats, l'organisation politique, c'était quelque chose que je connaissais absolument pas. Donc, le référendum et l'élection qui en a suivi m'ont ouvert la porte là-dessus. Je dois dire que le résultat du référendum a surpris beaucoup de souverainistes, mais le résultat de 81, lorsque René Lévesque a été reporté au pouvoir avec une forte majorité, a plus que surpris les libéraux qui étaient certains qu'ils étaient pour l'emporter avec M. Ryan. Oui, il y avait de l'action. Ça n'a pas lâché. Mais au printemps 1983, vous devenez directeur des affaires juridiques à Alliance Québec. Voilà. Donc, un organisme de défense des droits linguistiques anglophones, mais c'est tout un changement de décor, là. Vous avez complètement changé de planète. Mais tout à fait. Et je pourrais faire la comparaison de quelqu'un qui a travaillé au ministère du Revenu, Oui. qui s'en va travailler dans un bureau privé où il défend les entreprises. Mais je dois aussi dire que ma compréhension du dossier linguistique et ses détails m'a énormément aidé. Lorsque j'étais chez Alliance Québec, par exemple, on a monté des causes juridiques avec un grand professeur de droit à l'Université d'Ottawa du nom de Joseph Elliott Magnet. On a monté plusieurs causes devant les tribunaux pour défendre les droits des Franco-Ontariens Mhm. et les francophones à travers le Canada. Alors, pourquoi? Ben, ce n'était pas complètement désintéressé, parce que le dossier Oui. linguistique était une question du droit des minorités linguistiques dans les provinces. Une des dernières choses que j'ai faites quand j'étais au Conseil de la langue française, j'ai assisté, je ne plaidais pas la cause, mais j'étais là pour une cause devant Jules Deschênes, ancien juge en chef du Québec, sur Close Canada versus Close Québec. Très compliqué comme dossier. Sur l'accès à l'école anglaise, Oui. encore d'actualité Oui. aujourd'hui avec les cégeps et tout ça.
Donc, j'ai vu les forces et les faiblesses de l'argumentaire du gouvernement du Québec. Les forces étaient historiques et droit collectif. Les faiblesses, c'était sur les faits, Mhm. parce qu'il plaidait qu'il n'y avait pas eu d'effet sur la communauté québécoise d'expression anglaise. Donc, il était très dur dans sa décision, Jules Deschênes, évoquant les cold causes, parlant des droits collectifs, tout ça. N'aimait pas du tout qu'on soit allé dans ce tiroir-là. Mais cette connaissance du dossier, cette compréhension m'a amené à pouvoir poser des gestes et à me battre autant pour le droit de la minorité linguistique ici, au Québec, que pour le droit des minorités linguistiques à travers le Canada. Donc, c'était une excellente préparation. En 1986, vous faites la rencontre de Claude Ryan, vous en avez parlé tantôt, vous avez dit qu'il était un mentor, mais quel genre d'homme c'était? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Ben, Politiquement, je je veux l'avais dire. rencontré politiquement Oui. lors du référendum de 1980. Je me souviens dans une salle surchauffée d'un aréna ici dans la région de Québec. Il était émouvant, plein d'énergie positive. Mais on dirait que peu de temps après le référendum, le soir du référendum de 80, cette bienveillance et générosité que je connaissais chez lui, on dirait c'était pas là. Peut-être la fatigue, peut-être la manière que ça s'était terminé. Ça a très mal été pour lui en 81, lors de l'élection. Mhm. Mais il est resté loyal. Il a travaillé avec M. Bourassa. Il a été élu en 85 et justement en 86, il devient ministre responsable de l'application de la loi 101. Alors, il fait une rencontre au ministère d'avocats, tantôt du gouvernement, tantôt de pratiques privées. Moi, j'étais invité à cause de mon travail dans le dossier linguistique, Mhm. parce qu'il y avait eu des écoles qui avaient été concoctées par le syndicat des professeurs anglo-catholiques qui étaient en porte-à-faux avec la loi 101. Donc, les profs payaient pour des classes. Alors, il fallait, un, s'assurer que ça ne se reproduise pas, et deux, trouver une solution pour les étudiants qui avaient été là-dedans. Donc, Qu'est-ce que vous voulez dire, les profs payaient pour des alors, classes? c'était très compliqué. C'est un fait perdu un peu dans l'histoire. Donc, la loi 101 arrive, les profs anglo-catholiques se cotisent, payent d'autres profs pour donner Ah la oui. classe, mais c'était des écoles illégales, Mhm. non conformes à la loi. Mhm. Mais il fallait s'occuper des enfants et pas de ce qu'ils avaient fait des profs. Donc, ils sont arrivés avec une suggestion de fermer à double tour toute possibilité de faire ça à l'avenir, mais de donner un droit à ceux qui avaient étudié dans ces écoles-là. Donc ça, c'est du grand Ryan. On ne recommencerait pas à jouer dans ce film-là. Mhm. Du temps que le Parti québécois avait été là, ils ne l'ont pas touché. Ryan règle le problème pour l'avenir, mais règle aussi d'une manière humaine pour les étudiants qui avaient été là-dedans. C'était mon introduction à travailler vraiment en face à face avec M. Ryan, qui pouvait être très tough en réunion. Hein. Il écoutait tout, mais il suivait tout, puis il pouvait être très direct. Mais ça a bien été, on a cliqué. Je travaillais avec lui pendant un an et demi. Il m'avait mis sur un tribunal administratif pour juger les causes d'accès à l'école anglaise. Et ça avait bien été. Et peu de temps après, il m'a invité de devenir le président de l'Office des professions du Québec. Oui. J'étais très jeune. Et il y avait eu beaucoup de défis administratifs à l'Office avant mon arrivée. Et certains diront après mon arrivée aussi, mais il y avait des choses que M. Ryan voulait absolument régler. Et j'ai dit, OK, j'ai quand même de l'expérience au gouvernement et tout ça, mais je dis, il y en a qui vont trouver que je suis un peu jeune. Et il dit, ben, vous allez avoir 33 ans au moment d'accéder à vos fonctions. C'est l'âge du Christ. Alors, il dit, c'est tout à fait approprié avec ce qui vous attend comme travail. Mais j'ai fait tout près de 6 ans là-bas. Ça, c'était une école parce que ça, comme dirigeant d'organisme, là, on est en haut du pyramide de l'administration publique et quelle école. Puis, Mhm. ouverture encore une fois sur des pans entiers de la société québécoise, l'organisation des professions. Puis ça m'a toujours suivi, ça. Parce qu'au Québec, ce sont souvent des puissances importantes, actifs dans tous les domaines du Mais oui. public, de l'intervenant sur plein de sujets, que ce soit en santé ou d'autres choses. Donc ça, c'était M. Ryan, on a travaillé vraiment bien ensemble. Puis même pendant que j'étais à l'Office des professions, il m'a sollicité comme bénévole, évidemment, parce que j'avais une autre fonction. Mais M. Ryan aimait faire ses réunions à 6 heures le matin. Et on était
un très grand nombre autour de la table, dans le sous-sol du ministère où il était alors, parce qu'il était rendu au ministère des Affaires municipales, mais il avait aussi gardé la loi 101 et il a dit, bon, il va falloir trouver une solution. Alors, j'avais mis une proposition sur la table qui était de préserver le visage français, que tous les grands panneaux réclament le nom des autoroutes, par exemple, soient exclusivement en français, mais gardant la possibilité, avec prédominance du français, d'ajouter une autre langue dans les magasins et tout ça. Ça a été accepté, même s'il y avait des doutes, parce que la Cour suprême prit au pied de la lettre, c'était interdit d'interdire. On ne pouvait même pas avoir. M. Ryan a dit non, non, on y va. On essaie ça. Puis je suis très fier de dire que ça doit faire 25 ans de ça. 25 ans plus tard, c'est encore là, puis ça n'a jamais été contesté devant les tribunaux. Donc, quand on se promène le nom des autoroutes, c'est en français exclusivement, mais on a eu le droit d'ajouter une autre langue avec prédominance du français. Et parallèlement à ça, est-ce que vous étiez en train d'envisager peut-être de vous lancer vous aussi? J'étais président de l'Office des professions. J'étais avec le vice-président, un gars extraordinaire, nommé Louis Roy, un gars incroyable, un bras droit, comme on espère l'avoir dans une fonction comme celle-là. Puis on était avec notre ministre dans un dossier compliqué parce que ça impliquait autant les professions que le ministère de la Santé et des Services sociaux. C'était le dossier des sages-femmes. Alors, on avait pris l'habitude, parce que c'était le genre de personne qui n'aimait pas lire des trucs trop longs, on avait appris l'habitude de lui faire ce qu'on appelait un one-pager. Des résumés. Oui, c'est ça, très synthétique. Et c'était un peu difficile comme réunion, parce que ça partait dans tous les sens. Et avec Louis, après, quand la réunion était finie, je lui dis en blague, « I want his job. » Moi, je veux être cette personne-là. Moi, je monte les dossiers, j'essaie de les travailler au fond, mais je me rendais compte que le système était tel, et c'est normal, que les élus ont le dernier mot. Ça, je ne changerai jamais. Mais c'était à peu près à ce moment-là, je me suis dit, ça me tente bien d'être cet élu et d'être la personne qui va avoir le mot pour pouvoir mettre de l'avant ses idées, comme j'avais vu M. Ryan le faire auparavant. Donc, le Parti libéral vous propose en 1994 de devenir candidat dans Chomédé, bien sûr. Oui, là où j'ai grandi à Laval. C'était un moment idéal. Notre fils aîné finissait le secondaire, le plus jeune finissait le primaire. J'avais été sollicité déjà pour faire de la politique, mais Catherine et moi ensemble, on s'était toujours dit, pas avant que les enfants soient bien solides. Et le plus jeune commençant le secondaire, c'était juste bien. C'était au niveau provincial qu'on vous avait approché? Provincial, fédéral et municipal. Et j'ai fini par, à cause de ma proximité avec M. Ryan et tout ce que je respectais de ce qu'il avait fait, c'était facile pour moi d'accepter cette invitation, d'autant plus que c'était chez moi, en quelque sorte, là où j'avais grandi. J'aimais bien la place qu'était Chomédé à l'époque, très mélangée, diversifiée, les origines ethniques, linguistiques, personnelles. J'apprenais. Les classes sociales aussi. Ah, tout à fait. Parce qu'effectivement, il y avait des parties de la Borde-Plouffe-Chomédé qui étaient plutôt des fermes à l'époque, des jeunes qui venaient à l'école, qui n'étaient pas du tout habillés comme ceux dont les parents travaillaient en ville. C'était très différent. Par ailleurs, avec les nouveaux arrivants, je me souviens un jour, ma sœur arrive à la maison et dit « Viens voir la maman de Guichard et de Raj. » Alors, tu sais quoi? Alors, la maman, ils arrivaient de l'Inde, elle portait un sari. Et ma mère dit « Mais ça, c'est sa robe. » Elle dit « Mais pourquoi c'est comme ça? » Elle dit « C'est sa robe. C'est comme ça dans son pays, puis c'est comme ça qu'elle aime s'habiller. » Donc, c'est cette capacité d'expliquer en toute simplicité. Oui. Je me souviens qu'avec Raj, justement, on était en train de jouer dans le parc et moi, je savais qu'il y avait une très grande différence entre les copains qui parlaient tous anglais à la parc. Il y avait les catholiques et les protestants. Alors, je lui demande s'il était catholique et protestant. Et il me répond, je suis hindou. Je devais avoir 8-9 ans, je pose un peu, puis je me souviendrai toujours. Je dis, mais est-ce que tu es hindou catholique ou hindou protestant? C'était le début de ma compréhension qu'il y avait des différences dans la société. Bon. Merci pour ces entretiens. C'était vraiment un plaisir de vous revoir.